بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، إذاعة تطاوين تقدم إذاعة البكالوريا. اليوم مادة الاقتصاد مع الأستاذة هدى الهوش. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en écoute de Radio Tataouine, une nouvelle saison de l'émission Radio Baccalauréat pour cette année scolaire 2020. Un programme orienté vers les élèves de baccalauréat concernant un nombre considérable de matières. Cette soirée, vous êtes en train de suivre la discipline économie avec moi, Houda El Houch, enseignante d'économie au lycée Tataouine. Alors, chers élèves, nous allons essayer de réviser ensemble notre programme d'économie dans le cadre d'une préparation générale pour l'examen du baccalauréat. Cette révision se fera en mettant l'accent sur deux axes essentiels. Un axe scientifique et un axe méthodologique. Comme vous le savez, chers élèves, que dans un devoir d'économie, les questions sont variées. Il y a les questions de réflexion, il y a les exercices et il y a les dissertations économiques. Nous allons essayer alors de diversifier nos supports de révision en tenant en considération ces différentes catégories de questions. Alors, nous allons commencer par notre première question pour cette séance. Je vous ai choisi une question de réflexion. Donc, la question c'est: mettez en évidence l'évolution des techniques de production au cours de la croissance économique. Je répète la question. Mettez en évidence l'évolution des techniques de production au cours de la croissance économique. Alors, comment je veux traiter cette question? Je vous rappelle, chers élèves, qu'il y a toujours 3 étapes essentielles pour traiter une question en économie. Première étape, c'est la lecture attentive de la question. Deuxième étape, il s'agit d'encadrer la consigne. Et troisième étape, souligner les mots clés. Nous commençons alors par la première étape. Donc, nous avons bien lu la question. Mettez en évidence l'évolution des techniques de production au cours de la croissance économique. Nous passons à la deuxième étape. On va encadrer la consigne. Notre consigne dans cette question, c'est mettre en évidence. Encadrer alors, mettez en évidence. Notre consigne prend alors ici la forme d'un verbe d'action. Il s'agit de mettre en évidence, c'est-à-dire il s'agit de montrer, d'expliquer, de décrire l'évolution, si vous voulez, des techniques de production au cours de la croissance économique. Une fois nous avons encadré la consigne, on va passer à souligner les mots-clés. Premier mot-clé, c'est les techniques de production. Souligner alors les techniques de production. Deuxième mot-clé, la croissance économique. La croissance économique. Donc, comme vous le voyez très bien, chers élèves, que nous avons ici un cadre général, un contexte dans lequel nous sommes en train de travailler. Le contexte, c'est la croissance économique. Vous voyez très bien, donc, au cours de la croissance économique. Mettez en évidence l'évolution des techniques de production au cours de la croissance économique. Je rappelle alors très bien ce contexte qui est la croissance économique. La croissance économique, comme vous le savez, chers élèves, elle a débuté avec la révolution industrielle vers la fin du XVIIIe siècle. C'est quoi la croissance économique? C'est un phénomène qui se caractérise par une augmentation durable des grandeurs économiques accompagnée des transformations des structures économiques. Donc, quelle est la relation de notre question avec ce cadre général qui est la croissance économique? Bien évidemment, on est en train de chercher l'évolution des techniques de production au cours de la croissance économique. Là, comme vous le voyez très bien, si vous voulez, donc, vous observez très bien que l'évolution des techniques de production s'intègre dans les mutations des structures de la production, qui est, si vous voulez, donc, un phénomène qui appartient à l'aspect qualitatif de la croissance économique. On sait très bien que la croissance économique, elle admet un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. L'aspect qualitatif, c'est l'évolution des structures économiques. Plus précisément, nous avons les structures de la production. Et parmi le changement des structures de la production, nous avons cette évolution des techniques de production. Il s'agit alors de mettre en évidence le changement ou la variation ou l'évolution des techniques de production au cours de ce phénomène de la croissance économique.
Deuxième mot-clé très important pour qui nous intéresse ici, c'est l'évolution des techniques de production. Les techniques de production. Les techniques de production, donc, il s'agit ici de parler de la combinaison des facteurs de production. Tout ce qui est donc machine, tout ce qui est matériel, tout ce qui est bien d'équipement nécessaire pour réaliser le processus de production. Donc, bien évidemment, on va essayer de chercher ensemble comment ont évolué ces techniques de production au cours de la croissance économique. Là, on va distinguer alors deux étapes dans cette évolution. Première étape, il s'agit donc de dégager les techniques de production traditionnelles. Et lorsque je dis les techniques de production traditionnelles, c'est ici, donc c'est juste avant la révolution industrielle. Puis, comment on est allé des techniques de production traditionnelles au machinisme. Puis, dans une deuxième grande étape, on va parler des techniques de production modernes. Laissons commencer par la première étape, qui est notre première idée. Alors, je reformule la réponse. L'évolution des techniques de production au cours de la croissance économique se caractérise par deux étapes. Première étape, des techniques de production traditionnelles au machinisme. Deuxième étape, les techniques de production modernes ou nouvelles. On va clarifier alors la première étape, les techniques de production traditionnelles et comment on est passé des techniques de production traditionnelles au machinisme. Donc, lorsque je parle des techniques de production traditionnelles, on est bien évidemment ici avant la révolution industrielle. Donc, pour le laps de temps ici donc visé, c'est avant la révolution industrielle. Comment étaient les techniques de production? Donc, les techniques de production étaient traditionnelles. Dans quel sens traditionnelles? Dans le sens de rudimentaires. Elles ont été anciennes. Elles ont été aussi stagnantes. Qu'est-ce que ça veut dire stagnante? C'est-à-dire presque stable. C'est-à-dire que leur évolution elle est très lente par rapport donc à l'évolution rapide d'aujourd'hui. Donc, les techniques d'hier ont été des techniques à évolution très lente. Il n'y a pas des grandes améliorations qui sont remarquables dans le passage donc d'un outil à un autre. Et troisième grande caractéristique très importante, ces techniques de production étaient évidentes. Évidentes dans quel sens? Dans le sens qu'elles étaient simples, c'est-à-dire que n'importe quel travailleur pouvait apprendre facilement la manière de l'utilisation de cette technique. Si je clarifie encore plus, c'est-à-dire que le travailleur, donc, en réalité, a été un travailleur peu qualifié, donc, ou bien donc, non qualifié du tout, ou bien s'il y a une qualification, c'est une qualification qui est faible, qui n'est pas assez importante. Et donc, les techniques ont été apprises sur le tas, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'homme entre dans l'entreprise, il pourra apprendre facilement comment utiliser cette technique. Qu'est-ce qu'on comprend ici à propos de la place de l'homme? Alors, je comprends très bien, puisque l'outil il est simple, l'instrument il est évident, il est donc stagnant, donc un instrument donc traditionnel. Je comprends très bien que tout l'effort donc il est fait par l'homme. Je peux dire alors que l'homme se situait au centre du processus de production. Puis, donc, nous allons passer de ces techniques de production traditionnelles vers le machinisme. Quand est-ce qu'on va parler de véritable machinisme? C'est juste donc avec donc le 19e siècle. En fait, la révolution industrielle a commencé par l'intégration donc des machines dans le processus de production. Si l'on rappelle très bien que l'événement essentiel donc, qui a bouleversé le monde avec la révolution industrielle, c'était la machine à vapeur inventée par James Watt, qui a été intégrée par la suite dans le processus de production. Et pas à pas, nous allons constater une intégration croissante des machines dans le processus de production. Alors, avec l'intégration de la machine dans le processus productif au 19e siècle, le machinisme se substitue au travail manuel. Qu'est-ce que je comprends ici? Je comprends que la machine va dispenser l'homme de tout effort physique. Tout l'effort physique, il va être donc presque pas à pas donc assimilé par la machine. La machine alors réduit l'effort physique de l'homme en réduisant le nombre de ses interventions directes avec l'objet de son
travail. Voilà donc notre première étape caractérisant l'évolution des techniques de production avant la révolution industrielle et juste après la révolution industrielle. Deuxième étape, nous allons parler des formes modernes des techniques de production. Pour les formes modernes des techniques de production, donc leur date d'apparition s'est remarquée essentiellement depuis la révolution industrielle. Et donc, depuis cet événement-là, les techniques de production n'ont cessé de changer. Donc, la question qui se pose ici, donc ce changement rapide des techniques de production avec la révolution industrielle, par quoi il a été favorisé? Bien évidemment, donc ce changement rapide des techniques de production, il a été favorisé par le progrès technique. Alors, les machines utilisées évoluent rapidement suite à l'intégration spectaculaire du progrès technique. Alors là, qu'est-ce qu'on va constater? Que toutes les caractéristiques des techniques de production vont se renverser. Des techniques rudimentaires, on va passer aux techniques modernes. Des techniques stagnantes, on va passer à des techniques en rapide évolution. Et des techniques évidentes, on va passer à des techniques très modernes, très sophistiquées, très complexes. Bien évidemment, même cette deuxième étape concernant les formes modernes de techniques de production a été partagée en 3 sous-étapes. Même la machine, donc après la révolution industrielle, les techniques de production en général se sont passées par 3 étapes très importantes. On va partir tout d'abord de la mécanisation, on va passer à l'automatisation et on va arriver à la robotisation. Donc, avec ces 3 techniques de production, les tâches accomplies par l'homme changent. À chaque fois, on va voir qu'il y a une évolution au niveau de la nature, de contenu de travail de l'homme, en passant d'une technique de production à une autre. Commençons tout d'abord par la première technique, qui est la mécanisation. C'est quoi la mécanisation? La mécanisation, c'est une technique de production qui consiste à intégrer des machines dans le processus de production. Et d'ailleurs, je veux conserver donc cette définition, cette première phrase de définition, même pour les 2 autres techniques de production. C'est un point commun entre les 3 techniques de production. À chaque fois, alors, il s'agit d'utiliser des machines dans le processus de production. Il s'agit d'une intégration donc de plus en plus croissante des machines dans le processus de production. Pour la mécanisation, quelles sont les caractéristiques des machines mécaniques? Les machines mécaniques, ce sont des machines dirigées directement par des travailleurs. C'est-à-dire que la machine ici ne peut pas fonctionner toute seule. Il faut avoir une intervention humaine. La machine, elle est guidée, elle est dirigée, elle est orientée par donc, le facteur travail. Elle ne peut pas donc fonctionner toute seule. Ceci nous donne 2 constats très importants. Premier, c'est l'effort physique, il est partagé entre l'homme et la machine. Deuxième constat, tout l'effort intellectuel, il est supporté par l'homme. Étant une machine mécanique, donc la machine ici, elle supporte une partie de l'effort physique, oui. L'autre partie étant supportée par l'homme, mais tout ce qui concerne le travail intellectuel, le travail de contrôle, par exemple, de réparation, ainsi de suite, il est assumé en totalité par l'homme. La machine ici n'a aucun rôle intellectuel dans le processus de production. Je peux prendre comme exemple ici le métro qui est dirigé par un conducteur, un chauffeur. Lorsque le métro il est dirigé par un conducteur, un chauffeur, de station en station, dans ce cas-là, donc on est en train de parler d'une machine mécanique. Le métro ici, c'est une machine mécanique. Pourquoi? Parce que sans conducteur, le métro ne se déplace pas. Donc j'ai besoin alors d'un travailleur qui va diriger directement donc cette machine qui est le métro. Donc qu'est-ce que je constate? L'effort physique ici, il est partagé entre l'homme et la machine, entre le métro et le conducteur.
Mais supposons maintenant que le métro, il tombe en panne, il s'arrête. Donc ici, le métro ne peut rien faire lui seul, c'est une machine mécanique. Donc, toute l'intervention de réparation se fait par l'homme. Donc, on est alors obligé de recourir à l'homme pour toute opération de nature intellectuelle. Ça, c'est pour la mécanisation. Nous passons maintenant à la deuxième étape qui est l'automatisation. Donc, deuxième étape, l'automatisation. C'est quoi l'automatisation? Bien sûr, ici, pour l'automatisation, donc c'est une aussi technique de production qui consiste à intégrer des machines dans le processus de production. Toujours, il s'agit de l'emploi des machines, mais cette fois-ci, il s'agit des machines automatiques ou automatisées. Qu'est-ce que ça veut dire une machine automatique ou automatisée? Vous avez déjà le préfixe auto dans l'appellation, donc automatique ou automatisé. Auto, c'est-à-dire ici la machine, elle fonctionne par soi-même. Elle fonctionne elle-même sans aucune intervention humaine. Les machines automatisées sont opérationnelles sans intervention directe de l'homme. Donc, si je précise encore plus, les machines automatisées, ce sont des machines qui fonctionnent toutes seules, sans aucune autre intervention humaine à part le déclenchement initial. C'est-à-dire l'homme, il fait juste le déclenchement initial, juste le démarrage de la machine, un bouton poussoir par exemple qu'il pousse, et la machine, elle va démarrer toute seule. Donc, elle fonctionne toute seule. Quel est l'effet de ceci sur la nature de travail et le contenu de travail de l'homme? Et si je comprends très bien que puisque c'est la machine qui va fonctionner toute seule sans aucune intervention humaine, alors tout l'effort physique il est supporté par la machine. Étant donné bien sûr que le déclenchement initial ne nécessite aucun effort physique de la part de l'homme. Donc tout l'effort physique il est supporté par la machine. La question qui se pose maintenant, est-ce que la machine automatique ou automatisée, elle a un rôle intellectuel dans le processus de production? La réponse, c'est non. Les tâches intellectuelles, le travail intellectuel, il est assumé en totalité par l'homme. Donc, qu'est-ce que je constate ici en passant de la mécanisation à l'automatisation? Que tout l'effort physique, maintenant, il est absorbé par la machine. Mais si j'observe encore très bien, donc il y a un point commun entre la mécanisation et l'automatisation. C'est que l'effort intellectuel, et dans les deux cas, il est toujours assumé par l'homme. Après l'automatisation, on va évoluer encore plus, les techniques de production évoluent encore vers ce qu'on appelle la robotisation. Donc vers la robotisation, les techniques évoluent vers l'intégration alors des robots. Donc c'est quoi la robotisation? C'est une technique de production qui consiste à utiliser des machines dans le processus de production. Ces machines-là s'appellent des robots. Qu'est-ce qu'un robot? Un robot, en réalité, c'est une machine mécanique qui est liée à un ordinateur. Ici, nous avons une intervention de l'outil informatique et ceci, bien sûr, donne l'avantage au robot d'être une machine programmable grâce à l'existence de l'outil informatique qui est l'ordinateur. Alors, les robots se sont programmés pour effectuer certaines tâches spécifiques. Donc, la question qui se pose toujours, qu'est-ce qu'à propos de l'activité physique et l'activité intellectuelle, qui exerce l'activité physique, qui exerce l'activité intellectuelle, avec la robotisation, qui est une phase plus développée que l'automatisation, il est très clair que l'activité physique, elle est assumée toujours en totalité par la machine. Donc, ici, les robots remplacent l'homme dans l'activité physique. Mais aussi, on va constater que ils ne remplacent pas non seulement donc l'activité physique de l'homme, mais aussi certaines activités intellectuelles. Donc, les robots, ce sont des machines qui sont capables d'exercer même certaines activités intellectuelles, quelques tâches de conception, comme par exemple donc la manutention, comme par exemple donc le contrôle, la détection des erreurs, donc la réparation parfois, etc.
voyez donc très bien ce changement à propos de contenu de travail et à propos de la nature des tâches exercées par les travailleurs dans le cadre de la robotisation. Donc pas à pas, qu'est-ce que je constate en passant de la mécanisation à l'automatisation à la robotisation? Donc en allant de la mécanisation à la robotisation, donc je trouve que l'homme il est soulagé complètement de l'effort physique, il n'assume aucun effort physique dorénavant avec la robotisation. Pour l'effort intellectuel, on commence encore à donc alléger l'effort intellectuel de l'homme, cependant, sans arriver à remplacer complètement l'homme dans l'effort intellectuel. C'est-à-dire, quoi qu'elle soit sophistiquée et moderne et très avancée, la machine jusqu'à nos jours, aujourd'hui, donc il n'y a aucune machine qui peut remplacer totalement l'effort intellectuel de l'homme. Donc, notre constat final, qu'est-ce qu'on va constater? Que les nouvelles techniques de production exigent alors de nouvelles qualifications de l'homme, lui permettant de réaliser non seulement des tâches d'exécution, mais aussi des tâches de programmation, par exemple de contrôle, de réparation, c'est-à-dire des tâches de conception. Il paraît très clair, chers élèves, ici, que même donc la nature de travail, elle va changer. Donc entre l'ancienne technique de production et la nouvelle technique de production, la nature même du travail, elle va changer. On va passer d'un travailleur qui est essentiellement un travailleur physique vers un travailleur essentiellement intellectuel. Et on va passer des travailleurs peu ou non qualifiés vers des travailleurs donc hautement qualifiés et non pas hautement qualifiés seulement, aussi vers des travailleurs polyvalents, c'est-à-dire des travailleurs qui sont capables d'exercer à la fois des tâches d'exécution et des tâches de conception. Voilà donc la réponse pour notre première question. Nous reprenons alors avec notre deuxième question. Pour la deuxième question, je vous ai choisi un exercice. Notre support dans cet exercice, c'est un tableau statistique. Donc, j'essaierai très bien de vous dicter les données de ce tableau statistique, chers élèves. Essayez alors de construire un tableau à 8 colonnes et 2 lignes. 8 colonnes et 2 lignes. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans les colonnes? On va mettre les années. Et dans les lignes, on va mettre le taux de croissance. C'est une seule ligne. Donc, le taux de croissance annuel de PIB réel en pourcentage. Taux de croissance annuel de PIB réel en pourcentage. Donc, les années sont 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Donc les années sont de 2010 jusqu'à 2016. Dans la ligne, on va prendre les taux de croissance annuels de PIB réel en pourcentage pour toutes ces années. On va commencer par la première année. Taux de croissance annuel de PIB réel, c'est 3,1%. Pour 2010, alors, nous avons 3,1%. Pour la deuxième année, 2011, c'est moins 1,9%. Moins 1,9%. Troisième année, l'année 2012, 3,9%. 3,9%. 2013, 2,4%. 2013, 2,4%. 2014, 2,3%. 2014, 2,3%. 2015, 0,8%. 2015, 0,8%. Et enfin, la dernière année, 2016, c'est 2%. 2016, 2%.
Je répète donc la ligne. 3,1%, moins 1,9%, 3,9%, 2,4%, 2,3%, 0,8% et 2%. Nous prenons ensemble le titre du tableau, chers élèves. Le tableau est intitulé « Croissance économique en termes réels en Tunisie ». Croissance économique en termes réels en Tunisie. Et notre source, bien sûr, c'est la Banque centrale de Tunisie. Banque centrale de Tunisie. Voilà donc notre support. Donc ce tableau statistique, il est accompagné de deux questions. Petit a, que signifient les chiffres encerclés? Alors nous allons encercler les chiffres. Donc vous revenez au tableau, chers élèves, vous encerclez les chiffres moins 1,9 en 2011. Vous avez en 2011, taux de croissance annuelle de PIB en pourcentage égale moins 1,9%. Encerclé, moins 1,9%. Mettez moins 1,9% dans un cercle, dans le tableau. Et encerclez aussi l'avant-dernier chiffre, 0,8%. 2015. Taux de croissance annuelle de PIB réel en 2015. 0,8%. Encerclez le 0,8%. Bien. Alors, la première question, je répète, c'était petit a. Que signifient les chiffres encerclés? Que signifient les chiffres encerclés? Petit b, repérer et identifier les différentes phases de l'évolution de l'activité économique en Tunisie entre 2010 et 2016. Repérer et identifier les différentes phases de l'évolution de l'activité économique en Tunisie entre 2010 et 2016. Donc, nous allons essayer alors de répondre aux questions qui accompagnent le tableau. On va essayer de résoudre cet exercice. Je vous rappelle, chers élèves, toujours les 3 étapes essentielles. Donc, bien lire l'énoncé de la question, encadrer la consigne et souligner le mot-clé. Lorsqu'il s'agit ici d'un tableau, cet exercice-là qui est généralement accompagné, un document accompagné d'une série de questions, il s'agit toujours, chers élèves, de bien comprendre de quoi s'agit-il dans le document. Par exemple, ici, donc, je dois comprendre de quoi s'agit-il dans ce tableau statistique qui représente le taux de croissance annuel de PIB en pourcentage pour les différentes années citées dans le tableau. En principe, je dois savoir la lecture des chiffres. Heureusement, ici, donc, déjà, même il nous demande comment lire les chiffres dans notre première question. Mais sinon, donc, je vous rappelle toujours, chers élèves, qu'avant de prendre le stylo pour répondre à un exercice, essayez toujours de bien observer les chiffres devant vous, de bien observer le tableau statistique ou bien le graphique ou bien n'importe lequel support qu'on vous donne. Donc, avant de répondre aux questions. Lorsque j'ai bien compris de quoi s'agit-il, je peux passer donc pour travailler convenablement mes questions. Donc, ici, on va commencer par la première question. Que signifient les chiffres? Donc, on a bien lu la question. On encadre la consigne. La consigne, c'est que signifie. Encadrer, que signifie. Et bien sûr, mot-clé, ce sont les chiffres encerclés. Je commence par la consigne. Que signifie? Remplacez-moi cette consigne par une autre consigne. On dit que signifie les chiffres ou bien interpréter les chiffres ou bien donner la signification des chiffres encerclés. C'est-à-dire, tout simplement, mettez les chiffres encerclés dans une phrase qui permet d'en comprendre le sens. Nous allons commencer alors par le premier chiffre qui est moins 1,9%. C'est quoi le moins 1,9%? C'est le taux de croissance annuel de PIB réel en 2011.
Donc, c'est quoi le taux de croissance annuel, en fait, de PIB réel d'une manière générale? C'est quoi? Donc, ça, c'est un indicateur économique qui permet de mesurer l'évolution de PIB réel entre 2 années successives. Ici, on est en train de parler du taux de croissance annuel de PIB réel en 2011. Donc, en 2011, par rapport à quelle année? Par rapport à l'année précédente, qui est l'année 2010. Qu'est-ce que je constate à propos de ce taux de croissance? Je constate qu'il est négatif. Nous avons un chiffre négatif, moins 1,9%. Comment je veux interpréter ce chiffre négatif? Donc, tout taux de croissance qui est négatif, qu'est-ce qu'il montre? Il montre une diminution de la variable. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Moins 1,9% et le taux de croissance de PIB réel en 2011 signifie que les richesses créées en Tunisie, on a remplacé ici le PIB par sa signification qui sont les richesses créées. En Tunisie, ont baissé de 1,9% entre 2010 et 2011. Voilà notre signification de ce chiffre, l'interprétation de ce chiffre. Je répète, le PIB réel de la Tunisie a baissé de 1,9% entre 2010 et 2011, ou en 2011 par rapport à 2010. Les deux sont corrects. Faites attention ici, chers élèves, il y a une faute à éviter. Beaucoup des élèves, par exemple, lorsqu'il s'agit d'interpréter un taux de croissance négatif, qu'est-ce qu'ils disent? Baisse de moins 1,9%. Ça, c'est faux. Faites attention. Lorsque je dis baisse, déjà, j'ai le sens de la diminution. Déjà, le signe moi, il est inséré dans le verbe baisser. Donc, baisse de combien? J'ai besoin de l'ampleur de cette baisse et l'ampleur ne peut jamais être négative. Donc, l'ampleur de la baisse, c'est 1,9% et ce n'est pas moins 1,9%. Alors, lorsque j'interprète, je dois dire le PIB réel a baissé de 1,9% entre 2010 et 2011. Bien, nous passons alors au deuxième chiffre. Le deuxième chiffre, c'est 0,8%. C'est quoi donc le 0,8%? Le 0,8% est le taux de croissance de PIB réel en 2015. Et lorsque je dis en 2015, c'est par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2014. Cela signifie quoi? Donc cela signifie que les richesses créées en Tunisie, qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc ici, nous avons un chiffre qui est positif. Tant que le taux de croissance il est positif, cela veut dire que la variable elle est en train d'augmenter. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les richesses créées en Tunisie ont augmenté de combien? De 0,8% entre 2014 et 2015. Je répète alors l'interprétation. Le PIB réel de la Tunisie a augmenté de 0,8% entre 2014 et 2015. Ici, chers élèves, j'attire votre attention sur une faute à éviter. Supposons qu'un élève répond de la façon suivante, en disant par exemple 0,8% est le taux de croissance ou représente le taux de croissance de PIB réel en 2015 par rapport à 2014. Et il s'arrête là. Celle-là, ce n'est pas une interprétation, ni une signification. Celle-là, qu'est-ce qu'il a fait cet élève-là? Il a identifié le chiffre. Il a dit c'est quoi le chiffre? Le 0,8, c'est le taux de croissance. Donc, il a identifié et il n'a pas interprété. Or, notre travail, c'est plus développé que la simple identification. Il faut interpréter, il faut mettre le chiffre dans une phrase qui permet d'en comprendre le sens. Donc, ça, c'est très important. Il faut bien donc lire la question et savoir ce qui est demandé de vous. Il y a une grande différence donc, entre le travail d'identification et le travail d'interprétation. Bien, de cette façon-là, alors nous avons bien terminé avec la première question. Nous passons à la deuxième question, petit b.
je répète pour petit b, repérer et identifier les différentes phases de l'évolution de l'activité économique en Tunisie entre 2010 et 2016. Donc, nous avons ici toujours les mêmes étapes, lecture attentive, encadrer la consigne. La consigne, ici, nous avons deux consignes, repérer et identifier. Encadrer, repérer et encadrer, identifier. Et nous avons donc mots-clés, les différentes phases. Nous avons mot-clé ici, phase. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit repérer, c'est-à-dire on doit trouver, on doit dégager, on doit nommer les différentes phases, puis on va les identifier. On va les définir. Donc, repérage et identification des phases de l'activité, de l'évolution de l'activité économique en Tunisie entre 2010 et 2016. Moi, lorsque j'entends le terme phase, je réfléchis directement au cycle économique. Donc, les différentes phases d'un cycle économique. Alors, comment je veux dégager les phases? Là, il y a deux méthodes de travail. Si vous allez année par année, tu peux dégager, donc, cher élève, donc, la phase année par année. Et tu vas expliquer à chaque fois et tu vas justifier. Mais de cette façon-là, on va tomber dans une sorte de répétition, puisque la phase se répète sur plusieurs années. Ou bien, je regroupe les phases donc une par une, donc selon les années. Par exemple, je veux prendre la première méthode pour année par année. Donc, je commence par la première année. Pour 2010. Donc, pour 2010, déjà, je ne peux pas dégager la phase. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le taux de croissance en 2009. Et donc, je ne sais pas si le taux de croissance en 2010, il a baissé, il a augmenté ou il est resté stable. Je passe alors à 2011. Pour 2011, nous avons le taux de croissance de PIB réel, il est négatif, moins 1,9%. C'est très clair qu'il s'agit d'une phase de dépression. Pourquoi une phase de dépression? Parce que là, nous avons un taux de croissance de PIB réel qui est négatif. Et cela signifie très bien que les richesses créées en Tunisie en 2011 ont bien baissé, comme nous avons déjà dit ceci dans la première question petit a, par rapport à 2010. Tant que le taux de croissance est négatif, nous sommes absolument dans une phase de dépression. Pour l'année 2012, que fait le taux de croissance annuel de PIB réel? Il a augmenté. Il est passé de moins 1,9% à 3,9%. Donc, cette augmentation du taux de croissance annuel de PIB réel montre que l'année 2012 est une année d'expansion. Pour l'année 2013, le taux de croissance, qu'est-ce qu'il fait? Il a baissé, passant de 3,9% en 2012 à 2,4% en 2013. Ce qui signifie que nous sommes dans une phase de récession. Qu'est-ce que ça veut dire le taux de croissance annuel de PIB réel? Il a baissé, tout en restant positif, vous le voyez très bien. C'est-à-dire que les richesses créées augmentent avec un rythme de plus en plus faible. Il y a un ralentissement ici de l'activité économique. Donc nous sommes bien évidemment dans une phase de récession. Pour l'année 2014, le taux de croissance passe à 2,3 après avoir été égal à 2,4 en 2013. Que se passe-t-il ici? Il est en train de baisser encore. Donc nous sommes toujours dans une phase de récession. Puis en 2015, on est passé à 0,8%. Toujours, on est en train de baisser. L'activité économique se ralentit encore davantage. Le taux de croissance, il est en train toujours de baisser tout en restant positif. Donc, je suis toujours dans une phase de récession, même pour l'année 2015. Puis, pour l'année 2016, on va passer à 2%. Donc, le taux de croissance annuel de PIB réel a augmenté de 1,2 points en 2016 par rapport à 2015. Donc, 2016 représente une année d'expansion.
Donc, de cette façon-là, j'ai bien répondu en prenant année par année. Donc, je veux alors, pour une meilleure organisation de ma réponse, je veux regrouper donc les années constituant la même phase en un seul argument de réponse. Je commence alors par donner donc ma réponse synthétisée. Au cours de la croissance économique en Tunisie, durant la période 2010-2016, on peut repérer les phases suivantes. Première phase, c'est l'expansion. Elle est repérée en 2012 et en 2016. Cette phase est caractérisée par l'accroissement du PIB à un rythme accéléré. Donc, je suis alors ici en train d'identifier la phase, de définir la phase. Et en même temps où je suis en train d'identifier, je dois justifier. Je veux prendre des chiffres à partir de mon tableau. Le taux de croissance de PIB passe par exemple de 0,8% en 2015 à 2% en 2016. Alors voilà ma réponse, j'ai repéré la phase, j'ai défini la phase et j'ai justifié ma réponse à partir du tableau. Je passe à la deuxième phase, la récession. Elle est repérée en 2013, en 2014 et en 2015. Cette phase est caractérisée par l'accroissement de PIB à un rythme ralenti. Le taux de croissance de PIB diminue tout en restant positif. Voilà, j'ai défini la phase. Je justifie maintenant. C'est le cas, par exemple, de l'année 2013 où le taux de croissance de PIB réel passe de 3,9% à 2,4%. Pour la justification, je peux prendre tous les chiffres dans toutes les justifications comme je peux me suffire d'un seul exemple de justification. Enfin, nous terminons avec la dernière phase, la dépression. Elle est observée en 2011. Ça, c'est le repérage. Le taux de croissance de PIB devient négatif. Donc, ça, c'est la définition. Donc, entre parenthèses, moins 1,9%. Ça, c'est la justification. Et ceci traduit, bien sûr, une baisse du PIB. Voilà donc notre repérage, identification des phases. Notre réponse complète pour la question petit b. Alors, de cette façon-là, chers élèves, nous avons bien répondu donc à tout notre exercice, notre question numéro 2 qui a pris la forme d'un exercice. Et nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous rappelle toujours, chers élèves, de réviser à jour et de bien répartir votre temps entre les différentes matières. Merci à Abd Saïd Mraïhi, donc côté technique. Merci à vous tous pour votre attention. Restez en suivi de Radio Tataouine. Bonne soirée.